remise immédiate d'un commandant à la Cour pénale internationale. C'est la demande formulée jeudi par la mission de l'ONU en Libye. Il est ici question d'un commandant des forces du maréchal Khalifa Haftar. Saisine de la justice gabonaise pour des actes de torture présumés en prison. L'homme est détenu depuis plus d'1 an et arrêté en marge des violences post-électorales d'août 2016 au Gabon. Au Bénin, la Fondation Ajavon-Sébastien Gervais et ses partenaires, notamment l'association Michel Geste pour l'enfance, ont inauguré une infrastructure scolaire à Adjawéré dans le plateau. Nous en parlerons dans cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Gabon où la saisine de la justice gabonaise pour des actes de torture présumés ont été faites en prison. La défense d'un ex-député américano-gabonais qui a émené donc cette démarche. L'homme est détenu depuis plus d'1 an et arrêté en marge des violences post-électorales d'août 2016. Reportage. L'ex-député Bertrand Zibi Abégué a été torturé par des agents des services pénitentiaires. La plainte remise à la justice par les avocats indique que les agents l'ont flagellé à l'aide de câbles électriques ou de tuyaux de plomberie. À la base de ce déchaînement, la découverte d'un téléphone portable dans la cellule disciplinaire qu'il partage avec de nombreux autres détenus. D'après ses avocats, c'est la 3e fois que des actes pareils lui sont infligés. Une situation qui met en relief les mauvais traitements fréquents dans la prison de Libreville. Bertrand Zibi avait été arrêté le 31 août 2016, au moment où les violences post-électorales secouaient la capitale. Sa détention préventive dure depuis 18 mois. L'homme qui possède aussi la nationalité américaine est en effet poursuivi pour instigation aux violences et voies de fait ou encore détention d'armes à feu. Avant tous ces événements, l'ex-député gabonais avait démissionné du parti au pouvoir et rallié l'opposition en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 27 août 2016. La décision d'enseigner en afrikaner fait couler de l'encre et de la salive en Afrique du Sud. Dans une école à majorité blanche, une manifestation a été même enregistrée. Reportage. C'est dans un lycée au sud de Johannesburg, en Afrique du Sud, que se pose le problème depuis des jours. En effet, des parents résidant des alentours désirent absolument inscrire 55 élèves anglophones, noirs pour la plupart, à l'établissement public secondaire le plus proche de chez eux. Le hic, c'est que dans cette école, l'enseignement se fait exclusivement en afrikaans. Langue des premiers colons, elle symbolise pour beaucoup l'oppression de la minorité afrikaner sur le reste du pays du temps de l'apartheid. Je suis venu pour exprimer ma colère face à ce qui arrive à ces gens qui se sont vus refuser l'accès à l'école. Je n'aurais jamais cru. Je suis activiste, je suis leader étudiant, je suis enseignant de profession. Je n'aurais jamais pensé que 42 ans après le soulèvement de Soweto en juin 1976, notre nation et notre peuple devraient encore se battre contre l'afrikaans. Nous voulons que cette école puisse accueillir tous les Sud-Africains de ce pays, qu'elle prenne en compte tous les Sud-Africains. Il y a 20 ans, nous avons dû mettre nos enfants à l'école à 7 ou 8 kilomètres. Même aujourd'hui, alors que mes enfants sont mariés et parents à leur tour, mes petits-enfants ne peuvent pas étudier ici. La langue est utilisée comme un prétexte pour exclure nos enfants de l'école. Alors que la situation empire, la police disperse les manifestants avec des balles en caoutchouc, des grenades neutralisantes, faisant quelques blessés. Au total, des dizaines de personnes ont été arrêtées depuis le début des hostilités. On reste avec l'éducation au Bénin. La Fondation Ajavon-Sébastien Gervais et ses partenaires, notamment l'association Michel Gestin pour l'enfance, sont allés de nouveau dans la commune d'Adjawéré, dans le département du Plateau. Dans la localité, elles ont réalisé un module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins entièrement équipés. La réception du joyau a eu lieu hier. À Adjawéré, dans la commune de Plateau, jusqu'à ce 25 janvier, voilà ce qui servait d'espace d'études pour ces écoliers de Bawété.
Mais depuis ce jour, les conditions d'études ont pris autre tournure grâce à ce partenariat tripartite. La construction d'un module de classe dans un village est la plus belle manière d'encourager la scolarisation des enfants et de permettre aux corps enseignants de travailler dans de meilleures conditions. Et c'est ce qu'ont si bien compris tous les partenaires engagés dans la réalisation de ce projet. Et le hasard a fait que deux personnes généreuses, portant tous les deux le prénom Michel, se croisent quelque part en France pour que cette infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui soit une réalité. Ce joyau inauguré ce 25 janvier vient répondre à plusieurs préoccupations sociales, notamment la question de la mobilité des enfants exploités à des fins économiques. L'éducation étant la réponse la plus appropriée au travail des enfants dans les pays limitrophes, au phénomène de Ville-au-Mégon, à la traite des enfants, il est apparu judicieux à nous de solliciter l'aide de nos chers partenaires pour la construction de cette infrastructure éducative pour faire de l'EPP de Baoité Centre une école entière. Je voudrais surtout insister sur le rôle des parents. Les parents doivent savoir que la place de l'enfant, ce n'est pas dans les champs, ce n'est pas sur les chantiers, c'est à l'école. Voilà. Il semble avoir compris ici, mais on ne le répétera jamais assez. Depuis peu, outre les infrastructures mobilières et immobilières, la Fondation Ajavon Sébastien Germain et ses partenaires offrent du matériel sportif aux établissements scolaires. À Baoité, ce matériel a été testé. Quand je vois ces gamins qui ont joué là tout à l'heure, je me dis il y a de la qualité dans le football. Il y a de la qualité dans le sport chez les Béninois. Vous avez vu l'engouement des... Je ne sais pas si c'était les papas, les professeurs, mais on avait l'impression que c'était un match de première division. Personne ne voulait perdre, ça c'est important. Que personne ne perde, tout le monde veut gagner. D'autres villages, communes et départements du Bénin attendent impatiemment la visite de ces généreux bienfaiteurs qui, pour soulager les peines des femmes dans leur corvée d'eau, qui, pour régler la question des parturientes, et qui d'autres encore pour venir en aide aux enseignants travaillant dans des conditions précaires. En République démocratique du Congo, en raison principalement de la crise au Kasaï, les exécutions extrajudiciaires et arbitraires perpétrées par les forces de sécurité dans le pays ont connu une augmentation exceptionnelle de 146% en 2017. C'est du moins ce qu'ont indiqué ce mercredi les Nations Unies à Kinshasa. Dans son rapport annuel, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo a avancé qu'au total, 1176 personnes ont été victimes des exécutions extrajudiciaires et arbitraires perpétrées par les forces de sécurité. Cette hausse s'explique largement par les violences au Kasaï, qui ont fait au moins 752 personnes exécutées, dont 30 femmes et 162 enfants. Et selon le bureau, les miliciens de Kamuna Nsapou ont été responsables de la mort d'au moins 79 civils, dont 7 femmes et 9 enfants. Les violences ont déferlé au Kasaï après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamuna Nsapou, tué par les forces de sécurité. Nous avons été plus confrontés à de l'agressivité, à une réaction hostile de certains membres de la police et certains membres des unités de l'armée qui étaient préposés dans le dispositif de sécurité mis en place en rapport avec les marches, qui ont, à certaines occasions, brutalisé certaines de nos équipes. Voilà. Nous avons eu un nombre pour 2017 de 6400 et quelques violations des droits de l'homme sur l'ensemble de la RDC. Exactement 6497 violations sur l'ensemble de la RDC, qui est une augmentation exceptionnelle. Pour l'année 2017, la particularité, c'est qu'évidemment, on a vu une recrudescence de l'activisme des groupes armés, notamment à l'est du Congo, mais également les forces de défense et de sécurité qui, dans le cadre qui sont déployées pour les opérations, mais qui aussi, dont certains membres de ces forces de défense et de sécurité, posent des problèmes. Au moins 150 militaires et 51 agents de la police nationale congolaise ont été condamnés pour des actes constituant des violations des droits de l'homme dans l'ensemble des 26 provinces de la République démocratique du Congo, ce qui traduit un effort des autorités judiciaires en matière de lutte contre l'impunité.
Annoncé pour mort par les réseaux sociaux au Cameroun, le directeur de la garnison militaire de Douala a fait une mise au point sur l'attaque de son convoi par des présumés sécessionnistes. Rappelons que le convoi santé du colonel médecin Abeng Mbozo a été la cible d'une attaque entre Akwakwa et Kumba le 18 janvier dernier. Il a été blessé au cours de cette attaque ainsi que 8 autres militaires. Reportage. Les balles ont encore crépité cette semaine dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, deux régions plongées depuis 15 mois dans une crise socio-politique sécuritaire. Foulant au pied toutes les conventions sur la guerre et le droit international humanitaire, les sécessionnistes ont criblé de balles une ambulance faisant plusieurs blessés. Heureusement, pas de perte en vie humaine. Rendu le jeudi 18 janvier 2018 dans une localité de la région du Sud-Ouest pour amener à l'hôpital militaire de Douala les hommes blessés dans les affrontements contre les activistes radicaux de la crise anglophone. L'ambulance de l'hôpital militaire a été au passage criblée de balles par des rebelles présumés membres des sécessionnistes. L'ambulance se trouvait ce colonel, médecin-chef de l'hôpital militaire de la région numéro 2 du littoral. Heureusement, ce dernier, comme ses camarades, ont eu la vie sauve grâce à leur courage, a-t-il déclaré en off à la presse. Remise immédiate de Mahmoud Al-Wafeli à la Cour pénale internationale. C'est la demande formulée jeudi par la mission de l'ONU en Libye. Il est ici question d'un commandant des forces du maréchal Khalifa Haftar. Reportage. Le commandant Mahmoud Al-Wafeli aurait exécuté mercredi en public une dizaine de djihadistes présumés. C'était en guise de vengeance après le double attentat qui a fait près de 40 morts dans la ville de Benghazi. Les exécutions ont coïncidé avec une visite effectuée mercredi par le chef de la mission de l'ONU en Libye, dans l'Est libyen. L'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a indiqué de son côté ne pas être en mesure de vérifier l'authenticité de la vidéo ou des photos des exécutions. L'intéressé fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes de guerre dans au moins 7 incidents similaires en 2016 et 2017. Mais les forces loyales à Khalifa Haftar avaient affirmé qu'il serait jugé par un tribunal militaire en Libye, semblant ainsi vouloir écarter la remise à la CPI. Deux autorités se disputent le pouvoir en Libye, un gouvernement basé à Tripoli et une autorité qui exerce son pouvoir dans l'Est avec le soutien du maréchal Haftar. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. À lundi.